toi aussi. En vrai, ça fait longtemps que je n'ai plus été dans un auditoire. Soit. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses à ce grand débat tant attendu. Alors pour commencer, puisque chaque parole est située et particulièrement ce soir, et que la mienne vous accompagnera tout au long de la soirée, je vais me permettre de me présenter. Donc, je m'appelle Joanne Berger, je suis journaliste indépendante. Et mon métier, c'est de questionner, de raconter et surtout d'écouter. Et en écoutant, ces dernières années, très souvent, trop souvent, j'ai entendu cette phrase. Je ne trouve plus ma place dans ce monde du numérique. Qu'il soit soupiré devant un formulaire en ligne, après avoir raccroché un call center automatique, ou devant la porte fermée d'un guichet, ces quelques mots résonnent comme un cri de détresse. Et en y regardant plus près, j'ai vite réalisé à quel point la digitalisation des services publics, accélérée depuis la pandémie, en fait ne faisait l'attention d'aucun débat public. Il y a avant aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était bizarre, vu les chiffres, notamment sortis de Perrine, Popcorn. Et du coup, pour mes d'or, j'ai réalisé une vaste enquête sur les services publics à l'ère du numérique, dont vous pouvez trouver un extrait dans le petit carnet qui vous a été distribué. Et pendant plusieurs mois, j'ai suivi en immersion les services sociaux des quartiers d'Istrans. J'ai observé les réalités et les violences subies par celles et ceux laissés sur la touche, les hors-cases, mais aussi celles des travailleurs et travailleuses sociales obligés de se muter en assistant des administrations faute d'accès de leur public aux plateformes. Pendant cette enquête, j'ai aussi rencontré des chercheurs, des chercheuses, des experts du numérique et des responsables politiques dont le ministre Claire Fally. Du côté des dirigeants, souvent, très souvent, tout le temps en fait, j'ai entendu ces mots. Gain de temps, efficacité, rapidité, fluidité. Si grâce à la lutte des associations, les différents cabinets commencent à ouvrir les yeux sur la fracture numérique qui est avant tout sociale, le digital first reste la voie à suivre, quitte à y aller à marche forcée. Alors, immensissime bravo à la mobilisation des associations ces derniers mois. Et je suis très heureuse de pouvoir enfin assister à un débat public sur cette question. Et encore plus heureuse de l'animer pour le coup. Alors merci à ceux qui nous arrivent et à lire et écrire pour l'invitation et l'organisation de cette soirée. Le but ici, ce soir, c'est pas de rejeter le numérique, mais bien de réfléchir à son implémentation et à son accessibilité. Quelle société on veut pour demain ? Quel service public ? Est-ce que le futur, c'est forcément de vivre derrière un écran ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble essentiel de rappeler également les enjeux éthiques, notamment la gestion des données et les risques de hacking, et écologiques, que ce soit en matière de stockage, de connexion ou de matériel, qui font entièrement partie de la problématique, mais qui sont souvent, hyper souvent, occultés. Maintenant que les présentations sont faites, plongeons dans ce qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire l'avant-projet de l'ordonnance Bruxelles numérique, portée par Bernard Clairfeilly, ministre de la Transition numérique. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel de Far Web, l'ordonnance propose un encadrement des administrations régionales et communales quant à la numérisation des démarches administratives. On peut se réjouir qu'enfin de l'ordre soit mis dans le chaos actuel. Mais il est légitime de questionner les conséquences que pourrait avoir ce texte sur l'accès aux services publics. Si les promoteurs et promotrices de l'ordonnance la présentent comme une facilitation d'accès aux droits, ses détracteurs et ses détractrices s'y opposent. La juge discriminatoire et plaide pour le renforcement du contact humain afin d'accéder aux services publics. Autour de moi, pour en parler et en discuter, 5 députés bruxelloises, Marc-Jean Geisels du PS, Farida Tahar d'Écolo, Clémentine Barzin du MR, Michael Vossart de Défi, Françoise de Smet du PTB, ainsi que le délégué à la réflexion politique pour les engagés, Mohamed Masribati. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Alors, donc vous avez reçu un capital temps de 15 minutes pour toute la soirée.
sur votre petite machine. Donc, je vous poserai à chacune 2 questions et puis il y aura les questions du public, donc vous avez 15 minutes pour tout ça. Mais avant de vous entendre, vous, 2 exposés, nous avons la chance d'avoir avec nous l'experte Perrine Brodkorn, sociologue, chercheuse à l'UCL Louvain et spécialiste de l'accès au numérique. Elle présentera dans un instant les derniers chiffres de l'accessibilité ou de la non-accessibilité aux outils numériques et rappellera les enjeux de ce débat de société qui nous concerne toutes et tous, et pas que les plus fragilisés comme on essaye parfois de nous le faire croire. Aussi, pour lancer la soirée, j'accueille Anne Kopitas, directrice de Lire et Écrire Bruxelles, qui va introduire ce débat en rappelant la position des associations de terrain face au projet d'ordonnance Bruxelles numérique. Anne, c'est à vous. Merci Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. Et je voulais d'abord vous remercier pour votre présence nombreuse à ce grand débat et merci également pour votre présence à vous intervenant ce soir dans ce débat. Donc je me présente, je m'appelle Anne Kopitas et je suis ici en tant que directrice générale de Lire et Écrire Bruxelles, que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger depuis un peu plus de 4 ans. Nous le disons, nous le répétons, nous ne sommes pas contre le numérique quand il soutient les citoyens dans leur démarche administrative en lien avec la qualité de leur vie et le maintien de leurs droits. Mais nous sommes à ce stade contre la dématérialisation massive des services d'intérêt général et particulièrement des services publics. Nous sommes à ce stade également contre le projet d'ordonnance Bruxelles numérique. Pour garantir un accès effectif aux droits et aux services essentiels, nous voulons une autre ordonnance, où le contact humain prime et qui impose des guichets physiques et des services téléphoniques accessibles et de qualité dans les services d'intérêt général et donc aussi au niveau des services publics bruxellois. Mais si, malgré notre mobilisation, l'ordonnance Bruxelles numérique devait être votée, nous voulons qu'elle tienne compte de nos craintes et revendications. En particulier, les guichets physiques et les services téléphoniques accessibles et de qualité doivent être explicitement cités tant comme soutien à la réalisation de démarches en ligne que comme alternative au numérique. Les difficultés d'accès à leurs droits pour les publics les plus précaires n'est pas un phénomène nouveau. C'est pourquoi nous, acteurs de l'alphabétisation, soutenons depuis longtemps nos publics dans leurs difficultés administratives et leur recherche de solutions au quotidien. Cependant, depuis 2018, nos formateurs et équipes accueil et orientation nous interpellent de plus en plus, car ils font face à des situations de plus en plus inextricables. En cause, la dématérialisation de plus en plus générale des services tels les banques, les administrations fédérales, les syndicats, les CPS, les communes et j'en passe. Et c'est dans ce contexte que l'équipe recherche de Lire et Écrire Bruxelles s'empare de ce sujet dès 2018. En 2020, la crise sanitaire s'invite chez nous. Après 3 mois de fermeture, nous réouvrons nos portes, comme beaucoup d'autres associations bruxelloises et belges. Nous réalisons vite que nous sommes passés dans une autre dimension. Plus question de donner des formations d'alphabétisation, car l'urgence est ailleurs. Il faut trouver des solutions immédiates pour des personnes qui n'ont plus perçu leurs allocations chômage ou du CPS depuis des mois, qui ne peuvent plus remplir leur frigo et ou qui sont en voie d'expulsion de leur logement. Les guichets des services publics sont fermés, les lignes téléphoniques saturées, et la seule voie proposée pour solutionner ces questions urgentes passe par l'envoi de mails qui reste dans la plupart des cas lettres mortes. C'est dans ce contexte qu'émerge le projet d'ordonnance Bruxelles numérique porté par le ministre Claire Favie. Objectif de ce projet d'ordonnance, forcer l'ensemble des administrations bruxelloises à proposer des démarches en ligne à tous les niveaux en leur laissant libre choix des alternatives qu'elles vont proposer ou non à leurs usagers au nom de la sacro-sainte simplification administrative. Depuis de nombreux mois, nous constatons que nos réalités sont partagées par l'ensemble des acteurs associatifs bruxellois, ce qui nous a décidé à nous mobiliser contre ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique. C'est face à nos équipes saturées, devenues sous-traitants de l'État, n'étant plus en capacité de réaliser ces missions et confrontés à des publics de plus en plus éloignés de leurs droits, que nous avons organisé avec des dizaines d'autres associations bruxelloises, des mobilisations, cartes blanches, articles de presse, lettres ouvertes et autres
rencontres et interpellations politiques. Nous voulons vivre dans une société décente. Le philosophe israélien Avishai Margalit nous éclaire sur cette notion. Je cite: « Je fais la distinction entre une société décente et civilisée. Une société civilisée est celle où les membres ne s'humilient pas les uns les autres, alors qu'une société décente est celle dont les institutions n'humilient pas les personnes. » Aujourd'hui, la dématérialisation massive des services d'intérêt général, en ne tenant pas compte des réalités des usagers, pose un problème démocratique majeur. Aujourd'hui, au-delà de nos publics en difficulté de lecture et écriture, et cela, Perrine reprendra ces chiffres dans la suite de mon exposé, un rapport de la Fondation Rabaudouin indique que 46% de la population adulte belge a de faibles compétences numériques, en ce non compris les plus de 75 ans, et que 74% des personnes peu qualifiées sont en situation de vulnérabilité numérique. De ces personnes sont en situation de vulnérabilité numérique. Aujourd'hui, il n'y a point de risque de discrimination lié à la dématérialisation des services d'intérêt général pour les personnes en difficulté de lecture et écriture. Aujourd'hui, le médiateur fédéral voit exploser les plaintes des usagers en lien avec la non-accessibilité des services publics et la dématérialisation de ceux-ci. Dans ce cadre, nous pensons que ce projet d'ordonnance Bruxelles numérique et la dématérialisation galopante des services d'intérêt général va exclure ces citoyens et nous conduire vers une société humiliante, excluante, indécente. Or, nous voulions une société décente. Et pour terminer, ce grand débat s'inscrit dans le cadre des rencontres Ce qui nous arrive. Pour rappel, Ce qui nous arrive est un collectif d'associations qui rassemble des acteurs tels la Fédération des services sociaux, la Fédération des maisons médicales, Bruxelles contre les inégalités, le CESEF et l'IRECRE Bruxelles, et qui s'interrogent sur la juste manière d'anticiper les crises pour leur public et pour elles-mêmes. Réfléchir et anticiper les crises plutôt que de les subir, c'est l'objectif ambitieux que nous nous sommes fixés, et c'est dans ce cadre que nous organisons ce débat. Merci pour votre attention et bon débat. Ça fonctionne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, évidemment, je tiens à remercier la plateforme Ce qui nous arrive et Réécrire en particulier pour l'invitation à l'introduction de ce débat, pour introduire ce débat. Et pour l'anecdote, hier, en préparant ce débat, justement, cette introduction, je me suis posé d'emblée la question de ce que je pouvais aujourd'hui encore apporter. Maintenant qu'en fait, la définition des 3 formes de fracture numérique que j'ai largement contribué à diffuser est connue de tous et que je ne compte pas le répéter aujourd'hui. Les chiffres aussi des derniers baromètres de l'inclusion numérique sont repris à l'envi dans de nombreux discours et rapports. Alors je me suis dit non, je ne vais pas redire encore ça, mais mon apport aujourd'hui, je vais essayer de partir finalement de la position, comme Joanne le disait aussi, de la position d'où je parle, donc c'est-à-dire en tant que chercheuse en sciences sociales, particulièrement en sociologie, et observatrice aussi de longue date de ces questions d'inégalité liées à la diffusion des technologies numériques. Et donc je vais argumenter et structurer cette petite réflexion introductive à partir de quelques réflexes de base du métier de chercheur en sciences sociales. Je me suis dit que c'était une manière d'apporter un peu de nouveau, mais je vais redire des choses aussi que sans doute vous connaissez. Mais donc, un des réflexes, un des premiers réflexes, il y en a d'autres, mais un premier réflexe d'un chercheur en sciences sociales, mais aussi peut-être aussi de journaliste évidemment, c'est un phénomène social comme celui-ci. On tente de formuler, de poser les termes du débat et d'essayer de définir les termes, l'enjeu majeur de ce débat. Alors si en une phrase, je dois définir l'enjeu majeur derrière ce débat qui anime depuis quelques mois la société, je dirais que l'enjeu majeur, donc, c'est de parvenir à concilier la numérisation accrue des services publics bruxellois avec une logique qui veut imposer une logique de numérique par défaut, donc de concilier cette numérisation-là avec le maintien évidemment des principes de base
des services publics, qui sont les principes d'universalité d'accès et donc de manière corollaire d'égalité d'accès face aux services publics pour tous les citoyens. Et cet enjeu est d'autant plus fort qu'un des problèmes de cette numérisation, c'est que l'on sait que la diffusion, l'accès et l'utilisation des technologies numériques dans la société restent largement très inégalitaires au sein des différentes couches de la population. Donc voici pour l'enjeu majeur, le réflexe numéro 1, on remet un peu les balises, on définit l'enjeu. Deuxième réflexe d'un chercheur en sciences sociales en général, c'est d'essayer évidemment d'objectiver, quand on est face à un phénomène, celui-ci, essayer de tenter, on n'objective jamais vraiment ce phénomène, et d'essayer aussi d'en comprendre les ressorts, en essayant de se documenter un maximum, en essayant de récolter des preuves empiriques, comme on dit, qu'elles soient de nature quantitative, chiffrée ou qualitative, donc pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est aussi d'ailleurs l'objectif de mes travaux, c'est d'essayer de comprendre finalement et d'objectiver ce grand écart qu'on perçoit aujourd'hui entre, d'une part, la volonté d'accélérer donc la numérisation des services publics, avec maintenant une volonté encadrée par une politique volontariste très forte en la matière au niveau européen, au niveau fédéral et aussi maintenant de plus en plus au niveau bruxellois, au nom donc de l'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens et donc de la aussi, comme le dit très bien le ministre, de la simplification administrative. Il y a cette tension entre cette volonté-là, d'autre côté de la tension des revendications de centaines d'associations, mais pas que, aussi de nombreux citoyens. Et là, cette fois-ci, au nom du décalage de ce mouvement de numérisation, avec la réalité des pratiques numériques de nombreuses personnes, mais pas que, avec aussi en décalage avec le souhait de nombreuses personnes de ne pas s'éloigner trop des services publics, et là aussi au nom donc de la complexification des démarches administratives et d'une augmentation des difficultés d'accès à certains droits sociaux. Alors de quelles preuves empiriques on dispose, de quelles sources d'informations on dispose sur l'un et l'autre argument? Du côté des arguments en faveur de la numérisation des services publics, certes c'est vrai, on a quand même les chiffres du dernier baromètre, et des derniers baromètres belges et européens et dans plusieurs pays qui montrent qu'il y a une appropriation, une utilisation de plus en plus massive de l'administration en ligne. Mais au-delà de cette preuve d'utilisation qui est fortement augmentée aussi parce qu'on est passé par la crise Covid, on a à ma connaissance, et je demande s'il y en a d'autres preuves, je demande évidemment à les connaître, à ma connaissance, l'argument qui avance que la numérisation des services améliore de facto, de manière un peu linéaire, automatique, la qualité de la prestation du service, la qualité de la prestation, quel que soit le service dont on parle, quel que soit le support d'accès via lequel on accède au service public, quelle que soit la situation de la personne. Cette linéarité-là ne semble pas une réalité qui est concrètement éprouvée. On a l'impression plutôt dans une forme d'économie de la promesse. Il y a peu de preuves tangibles, à ma connaissance, qui permettent d'appuyer cet argument-là. Et du côté des arguments avancés par les associations, de l'autre côté, donc de ce côté-là, on dispose de constats chiffrés des derniers baromètres. Je ne vais pas les rappeler. Anne Kopiters a encore rappelé le chiffre de 46% de personnes en situation de vulnérabilité numérique, toutes catégories sociales confondues, et les plus de 74 ans ne sont pas pris en compte. Mais il y a deux chiffres qui émergent cette année. On est en train, avec ma collègue, de traiter les nouvelles données de l'enquête Statbel. Il y a deux chiffres, suite à de nouvelles questions qu'on a pu introduire, qui émergent et qui sont intéressants. Le premier chiffre, ça concerne les personnes qui déclarent avoir rencontré une difficulté dans l'utilisation, dans leur démarche administrative en ligne. C'est 46% de personnes, toutes catégories sociales confondues, et il n'y a pas les plus de 74 ans de nouveau pris dans cette enquête. Une autre nouvelle donnée, c'est les personnes qui déclarent avoir fait, le nombre de personnes qui déclarent avoir fait appel à un tiers pour pouvoir faire sa démarche administrative. Et là aussi, on est de l'ordre de 46%. Donc ça, ces nouvelles données viennent encore détricoter une idée reçue qui circule vraiment largement,
que les personnes qui sont en situation de difficulté face à l'usage de technologies numériques, ce ne sont pas une minorité. C'est près de la moitié de la population, et encore les plus de 74 ans ne sont pas pris en compte. Donc ça ouvre quand même la focale du débat. Et puis on a aussi de nombreuses preuves des remontées du terrain, de toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui. C'est vrai que là on pourrait se dire qu'elles ne sont pas toujours objectives, de là où elles parlent, mais on a aussi des enquêtes journalistiques comme Fouillé, de Médor, de la part du Soir, il y a quelques années dans Le Monde, il y a plusieurs articles qui étaient déjà parus sur cette question, et maintenant en plus on dispose de nombreux avis rendus par des institutions publiques qui dénoncent les risques de discrimination de ce choix. Alors, je vais peut-être accélérer un peu parce que je vois que je prends du temps, je m'en doutais. Le réflexe numéro 3 d'un chercheur en sciences sociales, c'est évidemment aussi s'attarder sur la définition du phénomène en jeu. Ici, on parle de fracture numérique ou même d'inégalité numérique quand on veut spécifier ces inégalités qui sont engendrées par cette numérisation accrue. Alors vous allez peut-être dire, pour certains vont dire oui, c'est encore des ergotages de chercheurs qui veulent discuter des mots, mais en fait les mots ont de l'importance parce qu'en fait les mots conditionnent aussi les solutions qui vont être trouvées pour essayer de solutionner le problème en jeu. Et ici précisément, se limiter aux questions de fracture numérique, même au pluriel, ou d'inégalité numérique, ça focalise l'attention sur la dimension numérique du problème, alors que l'on sait de nombreuses recherches depuis des années même dans le monde que ce problème est avant tout sont des questions d'inégalité sociale qui sont en jeu. Et donc, ça conditionne les réponses qui sont apportées à ce problème, comme ce sont d'ailleurs les réponses qui sont notamment apportées dans l'ordonnance, l'avant-projet d'ordonnance. Les solutions qui sont proposées, ce sont des solutions qui focalisent sur les aspects numériques, accompagnement, formation à l'utilisation des technologies numériques, d'une part, montée en compétence donc des citoyens, et aussi facilitation, on améliore l'aspect technique des sites pour pouvoir solutionner le problème. Et sur base des enseignements de nombreuses recherches, on peut vraiment commencer à avancer l'idée que ces réponses sont largement insuffisantes, qu'elles ont des limites. Je m'arrêterai sur trois enseignements de la recherche. Des enseignements qui viennent de recherche en sciences de l'éducation en général, et il ne faut pas être docteur en sciences de l'éducation pour connaître cet argument, c'est que là on est face à un public qui est obligé d'apprendre, obligé de se former. Et on sait bien qu'une des réussites d'une formation ou d'un apprentissage, c'est le sens qu'on donne à cet apprentissage. Et donc ça motive l'engagement et ça conditionne la réussite de la formation et de l'apprentissage. Deuxième point, on sait bien que la réussite de ces démarches administratives en ligne et le fait d'en tirer profit en faveur de ces droits sociaux, ce sont des démarches qui engagent bien plus, qui engagent de nombreuses exigences qui dépassent évidemment les questions purement de compétences numériques. Et je ne vais pas revenir sur ces exigences, on pourra dans le débat peut-être y revenir, mais elles sont très nombreuses et notamment des compétences d'ordre administratif et de capacité d'être en autonomie face aux multiples services. Et un dernier argument qui pour moi montre que les propositions, les solutions avancées en termes d'accompagnement aux technologies numériques ou de formation aux technologies numériques sont limitées, c'est qu'en fait le raisonnement qu'il y a derrière ça, c'est qu'une fois ces obstacles dépassés, eh bien l'accessibilité numérique est équivalente finalement à l'accessibilité physique. Ça vient avantageusement remplacer cette proximité du guichet. Et cette équivalence entre les deux, elle est erronée. Elle est fallacieuse, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des années de recherche en sociologie des sciences et des techniques qui ont expliqué comme quoi ça se base sur l'idée d'une neutralité, du principe de neutralité des technologies numériques. Un principe qui a été démonté par ces chercheurs depuis des années et qui est encore très présent, je l'entendais il n'y a pas longtemps à la radio par un commentateur. C'est quoi l'idée de neutralité technologique? C'est un peu de dire les technologies ce sont que des outils au service de finalités
dont l'effet ne va pas dépasser l'utilisation. Eh bien, en fait, c'est faux, ce ne sont pas des simples outils parce qu'il y a des dimensions. Certes, évidemment, les dispositifs sociotechniques, ce sont des choix, c'est le résultat de choix techniques, mais ces choix techniques, ils ont été conditionnés par des choix politiques, sociaux, institutionnels, qui ne sont pas toujours pensés clairement, mais elles sont largement à penser, mais donc les technologies, elles sont foncièrement politiques. Et donc ce n'est pas vrai quand on affirme que le changement de format ici, qui passe du format humain au format numérique, est juste un format d'ordre technique. Ça modifie en profondeur la nature de la relation entre le service public et le citoyen, et ça a des incidences collatérales qui ne peuvent pas être anticipées et qui dépassent bien loin la question de l'usage ou du non-usage. Et pourquoi j'insiste sur cette question? Parce que je pense précisément que c'est ça que nous disent les associations, c'est sur ces incidences qui ne sont pas assez anticipées. Ce n'est pas des questions de capacité à utiliser les technologies numériques, pas que, en tout cas. C'est des questions de perte d'autonomie. Ce sont des questions de désengagement, de perte de confiance, de sentiment d'éloignement du service public et finalement aussi qui ont des conséquences démocratiques à plus long terme. Et je terminerai mon exposé par ce dernier réflexe de base du métier d'un chercheur en sociologie en particulier, c'est de pouvoir interroger ce qui paraît normal, de l'ordre de l'évidence. Et ici, c'est pouvoir se permettre d'interroger aussi le cadre normatif dans lequel la société actuelle évolue, pour se donner les moyens de penser peut-être d'autres possibles. Et là, il faut reconnaître que les arguments avancés pour justifier la transition numérique, pas que des services publics, mais en général de la société, ça repose en grande partie sur des présupposés idéologiques quant à la place et au rôle des technologies numériques et du progrès technique en général, et ces présupposés ne sont pas nouveaux. Dans les recherches en sociologie des sciences et en histoire des sciences et des techniques, c'est souligné depuis longtemps. Et ces présupposés, ils conduisent à des raccourcis, et ils conduisent à des impensés, dont on ne sait pas, on ne peut plus questionner. Ça implique quoi? Et il y a un présupposé qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'idée du déterminisme technologique. C'est quoi le déterminisme technologique? Il est très très présent dans notre société. C'est l'idée que l'évolution technologique, c'est vu comme un allant de soi. Et on l'entend tout le temps. C'est quelque chose d'inéluctable, on ne peut rien faire contre cela. Ça, c'est la première idée. Et c'est associé avec l'idée que le progrès technologique est associé à un progrès social. Et il y a une forme de confusion entre progrès technologique et progrès social. Cette transformation répondrait en quelque sorte à des invariants qui sont inévitables, quel que soit le contexte de son déploiement. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Et je terminerai là-dessus. Ça implique qu'on ne peut plus questionner, on ne peut plus interroger le bien fondé, puisque c'est quelque chose d'inéluctable, ça ne se discute plus. Et de toute façon, les effets, ce sont des effets d'ordre technique et non politique, donc ça évince. Donc, ça va aller du côté ça se discute du côté des métiers d'ingénierie, mais pas du débat public. Donc ça dépolitise, si vous voulez, en quelque sorte, le débat autour du progrès technologique. Et donc, quand on avance de tels arguments, et ça m'est souvent arrivé, on est considéré généralement comme des technophobes, conservateurs, anti-progressistes, et c'est sans doute ce que d'aucuns pensent des personnes qui sont derrière ces revendications. Mais alors, c'est réducteur, en fait, ce débat, parce que ça cristallise le débat autour du pour ou du contre le progrès, la numérisation de la société. Et comme Anne Koppiters l'a répété au début de son intervention, mais le débat, en fait, il n'est pas là. En réalité, moi, j'entends que le débat et les revendications derrière ce débat, elles ne s'opposent pas à la numérisation de la société, mais elles appellent de façon bien plus nuancée à réfléchir à la juste place du format numérique par rapport à la relation humaine, en demandant d'encadrer, comme c'est fait pour les alternatives en ligne, d'encadrer de manière plus précise les alternatives en ligne.
Et donc je pense que c'est ma dernière idée, dans ce débat, et en fonction par rapport aux uns et aux autres, il y a des points de convergence. Et j'en vois deux en particulier. Cette transition numérique des services publics bruxellois est l'opportunité d'offrir, et Bernard Clairfailly a encore dit à la radio sur Déclic, de plus de droits face aux services publics, dans l'accès aux services publics. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord et qu'il y a des points de convergence possibles. Et il est noté aussi, noir sur blanc, dans le projet d'ordonnance, que l'objectif de cette ordonnance, c'est d'améliorer la qualité et l'accessibilité des services publics. Donc je pense que là, il y a moyen de trouver des points de rencontre. Je vous remercie.